Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Dans l'épisode 24 du podcast, l'épisode précédent, nous avons abordé le suicide des jeunes avec Marie de Joregui-Berry qui a écrit un livre après le suicide de son fils Adrien qui était de profil à haut potentiel intellectuel et hypersensible. Et son livre était postfacé par Cécile Rousset, dont la fille Capucine a également mis fin à ses jours à l'âge de 18 ans. Et en fait, j'ai eu envie de proposer ce micro à Cécile Rousset parce qu'elle est devenue membre du bureau de l'association Phare Enfants Parents, fondée il y a plus de 30 ans par Thérèse Agnier. Et je trouvais important d'aller un peu plus loin pour parler des actions remarquables de cette association, à la fois dans la postvention, c'est-à-dire l'accompagnement des familles endeuillées, mais aussi dans la prévention du mal-être et du suicide chez les jeunes. Alors après une crise sanitaire dont on sait qu'elle a fortement affecté les jeunes, il y a l'actualité qui est anxiogène, l'éco-anxiété, le harcèlement scolaire ou encore l'impact des réseaux sociaux qui font des ravages sur la santé mentale des jeunes. Et il se trouve qu'on parle de l'alcool, de la drogue, mais pas du tout de la mort et du suicide. Or, le suicide est pourtant la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans après les accidents de la route, donc c'est pas rien. Et avec la crise du Covid, il y a eu une augmentation significative des tentatives suicidaires, en particulier chez les jeunes filles, qui a été enregistrée. Et de la même façon, il y a depuis cette crise sanitaire une dégradation de la santé des jeunes avec une augmentation des pensées noires et des dépressions. Donc j'espère que cette rencontre avec Cécile Rousset vous donnera des clés pour mieux détecter les signaux de souffrance des enfants, des jeunes, ainsi que des pistes de soutien concrètes. Bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Gaëlle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour témoigner donc de sujets si tabous en France. Comme je le disais en vous présentant, vous êtes maman, vous avez 3 enfants. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors je suis maman de Capucine, qui est née le 12 juillet 2000 et qui malheureusement nous a quittés le 5 novembre 2018. Corentin, né en 2003, qui a désormais 19 ans. Il avait 15 ans au moment du départ de sa sœur. Et Clovis, qui est né en 2007, qui a 15 ans et qui avait 10 ans au moment du départ de sa sœur. Alors Capucine, parlez-nous d'elle. C'était donc votre fille ? Mon unique fille, mon premier bébé, c'est elle qui m'a rendue mère pour la première fois. Capucine était plein de joie, c'était le bébé facile. Comme j'ai un souci de bien faire, j'avais lu beaucoup de livres, et notamment Tout se joue avant 6 ans. C'était vraiment une enfance facile. À ce moment-là, j'avais arrêté de travailler momentanément, et donc je passais beaucoup de temps avec elle. Alors Capucine était très éveillée, mais comme je passais beaucoup de temps, je m'investissais beaucoup dans qui elle était, je trouvais ça tout à fait normal. A posteriori, non. Elle faisait son premier puzzle de 15 pièces à 18 mois. Elle regardait des Disney d'1h30 sur sa chaise de cinéma Capucine à 2 ans ou 1 an et demi. Enfin, on m'a toujours dit que c'était une grande capacité de concentration. Donc Capucine, c'était une de ces enfants à haut potentiel. Qu'est-ce qu'elle embrassait dans la vie ? Qu'est-ce qu'elle aimait ? Quel a été son parcours depuis sa petite enfance ? Cette joyeuse Capucine, très belle, très pétillante, très généreuse. Nous l'appelions Sainte Capucine.
Et nous l'appelions également du diamant en barre, parce qu'on avait vraiment le sentiment qu'elle était très précieuse. C'est prétentieux de dire ça en tant que mère, mais vraiment, ce sont les témoignages qu'on a reçus à son décès qui nous ont confirmé que ce qu'on pressentait d'elle était vraiment ça. Elle embrassait tout, elle était assez exclusive. Il fallait beaucoup l'alimenter, autant d'activités sportives que d'activités intellectuelles, mais elle zappait beaucoup, c'est-à-dire qu'elle changeait d'activité pratiquement tous les ans. Je ne dirais pas qu'elle a été harcelée, mais elle vivait mal les cours de récré. J'ai le souvenir à la maternelle où elle me disait « Maman, je suis toute seule dans la cour ». Alors bien sûr, le lendemain matin, frein à main devant l'école, je vais voir la maîtresse et je lui dis « Ma fille se plaint d'être toute seule ». Et la maîtresse me regarde droit dans les yeux et elle me dit « Non, dans ma classe, je peux vous dire les 2 filles qui sont toutes seules dans la cour de récré. Pas Capucine ». Néanmoins, c'était son ressenti. Je me suis aperçue au collège que elle avait une amitié très forte avec une amie qui n'était plus dans le même collège. Cette amie est allée dans un autre collège, donc elle se voyait très régulièrement. Et à un moment donné, cette autre amie a fait sa vie avec ses amis de son collège. Et Capucine n'acceptait pas de rejoindre cette amie quand elle était avec ses autres amis. Elle était mal à l'aise. Mais en fait, j'étais comme elle, petite. Donc quand ma fille me racontait ça, ça a éveillé des ressentis connus chez moi. Et je ne m'en suis pas inquiétée, puisqu'on s'en sort. Elle ne s'en est pas sortie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Capucine? Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs d'un passage à l'acte? Capucine donc était une bouffesse de la vie, crise d'adolescence, assez sévère, fin de 4e. Fin de 5e, début de 4e et fin de 4e, c'était le summum. Dès le début de la 3e, elle a décidé de changer d'établissement scolaire pour le lycée. On a considéré ça tout à fait normalement. Moi-même, j'ai eu une très forte crise d'adolescence où j'ai rejeté mes 2 parents au même âge. Je répondais à ses attentes. Quand elle allait trop loin dans sa colère, je lui expliquais. Mais j'entendais de la colère. En seconde, elle a changé d'établissement scolaire et tout s'est bien passé. Elle a découvert une nouvelle famille, ses amis. En première, elle est tombée amoureuse. Et comme elle avait 1 an d'avance et qu'elle ne voulait pas grandir, en fait, c'est une particularité de ses enfants, et puis qu'elle était brillante, elle n'a pas eu à se plonger dans une orientation scolaire, puisqu'on savait qu'elle allait faire une classe préparatoire et qu'elle aurait le niveau. Et en terminale, elle a compris que tout le monde avait mis le moteur en première. Elle a compris que, elle s'était pas forcément concentrée tout le temps sur ses études et qu'elle pouvait faire mieux. Elle s'est mise beaucoup de pression. Elle a eu une pression contre-productive. Et là, parce qu'il y avait le dossier de l'ancêtre de Parcoursup. Et même le dernier trimestre, je me rappelle être allée dans sa chambre en lui disant « Capucine, keep cool. Là, ton dossier, il est fini. Détends-toi. Travaille tranquillement, t'as plus d'enjeux. C'est le dernier trimestre. » Elle a eu une classe préparatoire, elle est allée à Chaptal. Alors après, il y a des gens qui parlent. On peut pas empêcher les gens de parler, mais on peut penser que ces enfants hypersensibles vivent ces phrases-là comme des coups de couteau. On lui a dit « Tu n'as eu que Chaptal ». Un jour, elle avait été critiquée sur sa voix. En fait, 3 personnes se moquaient de sa voix. Oui, on a un palais ogival, on a une voix qui porte. C'est des choses qui marquaient pour Capucine. Donc même si ce jour-là, je suis allée voir une cantatrice, et j'ai amené Capucine chez une cantatrice en disant « Madame la cantatrice, est-ce que vous pouvez dire à ma fille si elle a une voix normale ou pas? Parce que moi, je l'aime. Je sais pas. » Donc j'ai essayé de mettre des patchs à chaque signaux qui étaient faibles. Lors de sa première année de classe préparatoire, elle a explosé tous les compteurs. Elle était première de sa classe. Elle était dans un studio juste à côté de l'école. Et on l'a vue en robot, en Rambo. D'ailleurs, on l'appelait Rambo. Vous êtes parent de cet enfant-là. La colère de l'adolescence est passée. Ok, il y a moins de spontanéité. Il y a un profil un peu sérieux, mais en même temps, c'est des études d'ingénieur. Et puis, en fin de première année, elle a décidé
On sentait qu'elle avait une revanche à prendre sur sa scolarité et elle a décidé d'aller à Auch, à Versailles, puisqu'elle a montré qu'elle avait le niveau. Et finalement, elle rejoignait les amis qu'elle avait au lycée. Donc c'était plutôt de bons signaux, tout ça, pour vous comme pour elle? Nous, on était bien sûr fiers. Et elle a pleuré le jour où elle a été acceptée à Auch. Donc c'était vraiment quelque chose où c'était le plus beau jour de sa vie. Malheureusement, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle s'est suicidée 8 semaines après, ou 10 semaines après. Et nous, on lui avait quand même dit, tu sais pas si tu seras première de classe l'année prochaine, tu vas arriver à Auch, tu vas être en milieu de classe, et ça sera très 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 bien. Mets-toi dans un environnement bienveillant quand même, ce ne sont pas des études faciles. Et en même temps, vous accompagnez votre enfant. Et puis je crois qu'elle s'est pas vue partir. Elle s'est pas vue partir, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Clairement, Capucine avait une dépression dont elle n'avait pas conscience. Alors après, rétroactivement, elle avait un peu maigri, elle se faisait des challenges, elle avait fait le GR20 l'été d'avant en une semaine. C'est vrai qu'on était revenus, nous on la regardait avec nos yeux admiratifs. Quelqu'un nous a dit après, oui, mais elle ne mettait pas d'émotion dans son récit. Vous pouvez pas savoir le nombre de témoignages que j'ai eu après. Mais avant, personne n'est venu me voir en disant « Fais attention à ta fille ». Par contre, c'est vrai qu'après, si on regarde rétroactivement les 9 derniers mois, il y avait des signes. Il y avait des signes. L'isolement de la première année de prépa, le premier été, elle a invité toutes ses copines à la maison. Vous riez. L'amaigrissement, c'était pas une anorexie, elle avait 17,88 d'IMC 3 semaines avant. On peut penser qu'elle faisait beaucoup de sport, elle avait une alimentation saine. On vous dit en prépa, faut dormir, faut bien manger, faut faire du sport. Capucine faisait ça. Donc, on avait identifié individuellement quelques événements, mais l'équation qui faisait que ce jour-là, elle se jetait sous un train, on l'a pas vue. Alors, la semaine avant, elle était dans un monastère. Elle voulait réviser. Elle disait qu'elle n'avait pas révisé l'été avant, qu'elle aurait dû travailler, alors qu'on lui avait dit, Capucine, tes concours, c'est dans 9 mois. On était partis en France exprès pour pas la fatiguer sur un voyage, pour qu'elle puisse inviter des amis. Enfin, on organisait en fonction d'eux, de nos enfants. Et elle avait une chambre pour elle, si elle voulait travailler, et elle avait travaillé. Et puis en octobre, elle nous disait qu'elle ne retrouvait pas sa façon de travailler d'avant, quand même. Et je l'encourageais, je disais, mais c'est normal, Capucine, tu as monté 10 marches, là, keep cool, t'es 16e de la classe sur 42, alors que t'étais pas dans cette prépa l'année dernière, tu fais le job. Et ça devait tourner en rond. Elle avait accepté de se faire suivre par une psychanalyste qu'elle avait vue pendant qu'elle était adolescente, encore une fois, parce qu'on trouvait qu'elle avait quand même beaucoup de colère, mais elle avait jamais accepté de se faire suivre. Donc on avait quand même frappé à quelques portes quand elle avait 16 ans. Et puis là, elle avait accepté, ce qui était un signe. Alors que pour moi, ça avait été un soulagement. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que cette psychanalyste lui a dit « Tu as changé. Je veux te voir la semaine prochaine, tu vas pas au monastère et tu iras peut-être voir un psychiatre. » Elle avait 18 ans et 3 mois. Cette psychanalyste n'a pas vu le danger, ne m'a pas appelée alors que c'est moi qui ai pris rendez-vous. Et Capucine est sortie de là en disant « Tout va bien, maman. » Après le suicide de Capucine, j'ai parlé beaucoup à des mamans qui ont sauvé leur enfant. Tous les parents m'ont parlé en me disant « Mais moi aussi, à un moment donné, j'ai eu un doute sur mon enfant. » Et je leur ai dit « Mais ma première question, c'était pas... » Enfin, je leur ai dit « Mais pourquoi toi, t'as réussi et pas moi ?» Et en fait, dans la plupart des cas, les enfants se sont confiés à leurs parents. C'est-à-dire que les parents avaient toutes les données du problème. Et j'ai une amie qui a envoyé sa fille chez son docteur généraliste pour lui donner des antidépresseurs. Elle, la jeune fille qui avait 16 ans, elle est allée toute seule. Et elle les a pris, ces antidépresseurs, parce qu'elle avait l'envie d'eux. Oui, c'est ça. Mais pour Capucine, son séjour dans le monastère ne l'a pas soutenue, ne l'a pas aidée? Je pense que le monastère n'a pas fait du bien. C'est pas le bon moment, c'était en plein hiver, c'était gris, c'était... On avait respecté sa démarche et on était allé manger dans ce monastère au moment où on était allé la chercher. Je m'étais dit... Oui, c'est l'hiver. Hein. Et je pense que cette semaine d'isolement, alors qu'on a des témoignages de jeunes qui connaissaient Capucine, elle s'est suicidée 2 jours après, qui nous ont appelés en nous disant on ne pensait pas que c'était elle, tellement elle a été normale pendant cette semaine-là. Elle a été normale. Elle allait faire un footing avec un jeune garçon qui a tout fait pour nous appeler, pour nous dire mais j'ai pensé que c'était une autre Capucine, c'était pas possible.
Elle était normale. Alors, ça me rassure en tant que mère. Mais néanmoins, Capucine n'est plus là et je sais que j'aurais pu la sauver. Mais je pense aussi qu'elle ne s'est pas vue partir. Et les prêtres nous le disent depuis qu'on a eu cet événement, quand on ne va pas bien, déjà, il faut le dire aux parents ou à d'autres personnes. C'est normal d'aller pas bien. Quand vos enfants vont pas bien, allez partager l'information aux autres parents qui croient que leurs enfants vont bien, alors que c'est pas toujours vrai. Allez voir un psy, ce n'est pas tabou. 30% des amis de Capucine en sont allés voir un psy pendant la période où Capucine refusait de le faire. Si une de ses amies lui avait dit « moi aussi j'en vois une », elle aurait accepté d'y aller. Là, elle pensait qu'elle n'était pas dans la normalité, donc elle n'a pas voulu se faire aider. Ouais, taxé de malade et de quelqu'un qui va vraiment pas bien. Exactement. Ouais, votre témoignage, il montre vraiment la difficulté pour les parents de discerner une profonde crise d'adolescence ou de jeune adulte, d'un état dépressif, voire d'une crise suicidaire, surtout quand le jeune ne se confie pas. Qu'est-ce que c'est compliqué ? Et donc Capucine, elle, a mis fin à ses jours soudainement, et en fait c'est un tsunami qui balaye tout sur son passage, qui vous tombe dessus. Exactement, puisque nous, ça nous est arrivé du jour au lendemain. Même, je la sentais pas bien, donc je l'avais envoyée chez ce psychanalyste, je l'avais envoyée chez un médecin généraliste 15 jours avant pour un semblant de certificat médical. Et lui, qui est chef d'orchestre, qui connaissait Capucine depuis 11 ans, j'avais appelé la veille au secrétariat en disant « Écoutez, Capucine, cette année, elle va avoir une année difficile. Je veux un check-up complet. » Mon mari avait demandé à Capucine une prise de sang. Elle avait 18 ans. Elle va chez docteur généraliste. Elle repart avec son certificat médical. On est allé le voir après le suicide de Capucine pour savoir ce qui s'était passé. Et là, il nous a dit qu'elle avait un IMC à 17,88, ce qui est en rien en soi. Par contre, quand vous voyez le même patient pendant 11 ans et que vous avez dans son dossier 2 ans avant se plaindre d'avoir des gargouillis au ventre, en fait, n'a rien. 3 ans avant se plaindre de ça, mais n'a rien. Et là, elle n'avait jamais eu un IMC à 17,88, elle était plutôt à 18,5, 19. Donc il y avait eu un changement morphologique quand même récent. Et elle lui a dit oralement, je commence à avoir du mal à manger. Et ce docteur n'aurait pas dû lui donner le certificat médical. J'ai parlé beaucoup depuis que c'est arrivé, parce que je veux comprendre, pour moi et puis pour les autres, pour vos auditeurs, pour que ça n'arrive plus, parce que c'est innommable. Oui, ce sont des abysses de souffrance, je pense, totalement inaccessibles pour quelqu'un qui n'a pas éprouvé cette perte et ce deuil. Et d'ailleurs, je vous remercie, et d'où l'importance de votre témoignage et de votre engagement aujourd'hui. Pour moi, témoigner, c'est pour que ça n'arrive plus jamais aux autres. C'est quelque chose de très fort. On en parle beaucoup avec les parents. Certains parents ne disent pas comment leurs enfants sont partis. Nous, très tôt, on a parlé de suicide, parce que si ça nous est arrivé à nous, ça peut arriver à tout le monde. Oui, on sent vraiment cette mobilisation viscérale qui vous habite pour briser ce tabou sur le suicide et de vraiment mobiliser pour cette prise de conscience et puis trouver des pistes pour mieux soutenir les jeunes en souffrance. Et vous investissez d'ailleurs beaucoup de votre temps pour sensibiliser et pour répondre aux parents aussi. On m'appelle régulièrement maintenant, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va pas, un jeune, en disant « Est-ce que tu as un psychiatre à me recommander ? J'ai envie de leur dire « Mais moi, j'ai pas sauvé ma fille, pourquoi vous m'appelez ?» En même temps, c'est vrai que j'ai beaucoup investi en temps pour comprendre. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et puis, il y a des fois, j'ai des appels qui m'inquiètent. Sachant la souffrance que je vis au quotidien et le témoignage des parents, je rappelle le lendemain en disant « Mais laisse pas ta fille toute seule dans ta chambre. Dans sa chambre. C'est pas possible. Tu peux pas savoir ce que ça va te faire souffrir s'il y a un avant et un après. » Et même quand on est parent, même quand on sait que le suicide existe,
Même quand on sait que ça peut toucher la porte du voisin, on ne se sent pas concerné jusqu'à ce que ça vous arrive. Et c'est bien d'en parler pour que tout le monde se sente concerné. Parce que tout le monde peut vivre ça. Et c'est vrai que c'est une question, en fait, le suicide des jeunes, c'est une vraie question de santé publique aujourd'hui. Le suicide chez les jeunes, c'est la deuxième cause de mortalité. 18-25 ans, moi je regardais, c'est entre 500 et 1000 enfants. On est tombé sur Capucine, qui fait partie, puisqu'il y a 3 fois plus de suicides chez les garçons que chez les filles. Le cas de Capucine ou de ces 200 filles qui se suicident par an sur l'échelle d'une économie française, on peut penser que, mais l'État dépense 100 millions pour les accidents de voiture. Donc, si le gouvernement français dépense 1 ou 2 millions d'euros par an pour la protection contre le suicide, qui va bientôt faire autant de morts que les accidents de la voiture. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser quelque chose, parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps dans un rapport officiel, qu'en fait, il y a plus statistiquement, il y a plus de jeunes garçons, de jeunes hommes qui décèdent par suicide, parce que en fait, ils utilisent des moyens plus violents et radicaux, quand les jeunes femmes, elles, sont plus souvent rescapées de leur tentative de suicide. On sait combien la mort et le deuil mettent les gens, les proches, l'entourage mal à l'aise. On n'est pas éduqué à accompagner les personnes en deuil, à savoir comment réagir, que dire. Et d'ailleurs, vous me disiez que vous aviez été ostracisé après le suicide de Capucine. Nous avons été ostracisés. Nous, c'était juste avant le Covid. Donc aussi, les relations sociales ont beaucoup changé pendant le Covid. Mais pour autant, c'est vrai que moi, pendant 2 ans, je ne me voyais pas fêter quoi que ce soit. Vous êtes dans la sidération. Vous perdez le sens de la vie. Même si vous avez d'autres enfants. Au début, moi, j'ai eu 2 deuils. J'ai eu le deuil de ma fille, dont je ne ferai jamais le deuil, et j'ai aussi le deuil de la vie que je m'étais construite. J'ai toujours voulu 3 enfants. J'ai toujours voulu être mère d'une fille, parce que j'avais une revanche à prendre sur ma mère, ou sur la vie. Depuis le début, je suis sous antidépresseur, et j'ai pas l'intention d'arrêter, parce qu'il marche très bien, et ça me permet d'avoir des journées normales. J'ai quand même 2 autres enfants qui ont eu très très peur que je me suicide. Et ils avaient raison. Maintenant, j'ai compris que ce drame aurait pu être évité, et néanmoins, il est là. Quant à moi et mon chemin de deuil, parce que je trouve que c'est une belle expression, je ne ferai jamais mon deuil, mais je fais un chemin de deuil, accompagné par Christophe Fauré, psychiatre spécialisé dans tout ce qui est séparation, et en particulier le deuil. Et la première fois que je lui ai parlé de signes, il m'a dit « Mais votre fille devait être une belle personne ». Et j'ai adoré, parce qu'elle l'était. Elle me fait tellement de beaux signes que je les reçois telles quelles. Je continue à la faire vivre. J'ai créé une fondation qui s'appelle Institut Capucine pour aider à la détection des hauts potentiels et avoir un vrai sujet sur l'identification de ces profils, ce qui m'a manqué sur mon chemin. Et je me suis fortement investie en 2022 sur Phare. Alors Phare, parlons-en. Phare Enfants Parents, est-ce que c'est l'association vers laquelle vous vous êtes tourné rapidement après le drame ? Non. En fait, les policiers sont venus nous chercher au travail. Faut aller au commissariat. Bon, il n'y a pas le mode d'emploi pour les parents suicidés. Donc la première semaine, vous essayez de récupérer le corps. La deuxième semaine, vous recevez un courrier de la SNCF qui dit qu'on est désolé pour vous, mais faut que vous fassiez une déclaration de sinistre parce qu'il va falloir quand même rembourser la SNCF pour le problème des trains à l'arrêt. Donc vous appelez votre assurance le jour où vous êtes allé chercher vos enfants à la sortie de leurs établissements scolaires pour qu'ils aillent voir le corps de leur sœur. Et puis vous faites une déclaration de sinistre. Et puis le téléconseiller vous dit vous aurez une franchise de 123 € pour incident voyageur. Donc vous êtes vraiment à la fois dans la sidération et à la fois dans l'action d'organiser un enterrement.
On a une superbe communauté dans notre ville. Je les remercie tous. Et puis, vous avez un rendez-vous avec un psychologue 3 jours après. Alors, il y a d'autres parents qui ont vécu cette situation, qui ont été, j'allais dire, plus heureux. Prise en charge psychiatrique, prise en charge psychologique, à l'hôpital, les pompiers qui vérifient qu'il n'y a pas de couteau qui traîne. Nous, du commissariat où il y a eu le drame, jusqu'à chez nous, on est rentrés tous les deux avec notre voiture. On n'a rien eu tout ça, on est lâchés dans la nature. Le commissaire a quand même appelé une psychologue de réserve. Elle avait 24 ans. Je lui ai conseillé de rentrer chez elle parce qu'elle me disait « Ah, vous avez mal ?» Oui, j'ai mal. Donc pas du tout adapté, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Mais alors, donc chez le psychologue de la police, on vous donne pas mal de papiers, et notamment Phare. Mais Phare, on vous parle de groupes de parole. Alors dès le début, moi je voulais être dans des groupes de parole de parents qui ont perdu un enfant par suicide. J'ai toujours considéré que c'est la même souffrance de perdre un enfant. Mais par suicide, vous avez une culpabilité qui fait vraiment mal. Parce que toute votre vie, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai trop bien fait, et surtout qu'est-ce que j'ai mal fait. Et je peux vous dire que tout parent qui vit ou pas un suicide trouvera des choses qu'il a mal faites. Donc c'est une boîte de Pandore. Oui, c'est vraiment l'une des particularités du deuil après le suicide, c'est cette culpabilité et ce film que l'on se repasse en boucle sur, comme vous le disiez, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a trop fait, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on aurait dû voir, enfin... Voilà, et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent trouver de l'information, je vous conseille le livre de Christophe Forêt, Après le suicide d'un proche, Vivre le deuil et se reconstruire, où il parle très bien de ce vécu-là. Et donc, vous aviez reçu une information sur Phare ? Phare était dans les prospectus de cette psychologue. Par contre, c'était dans le 12e arrondissement. Et là, on savait qu'il fallait se concentrer sur la cellule familiale. On est dans l'ouest de Paris. On avait un peu peur, je sais pas. On a vécu la première année, de toute façon, sidérée. Et au bout de 18 mois, mon mari s'est dit, ça ne marche pas, on n'y arrive pas. Il a appelé Thérèse Agnier, qui a été d'un accueil extraordinaire, d'une disponibilité. Quand on la connaît, on se dit, oui, elle est comme ça, mais au premier appel, on se dit, mais si elle accueille tous les membres comme ça, et c'est ce qu'elle fait, c'est formidable. Et puis on a appris surtout que les groupes de parole étaient dans le 16e arrondissement. Et là, ça changeait tout. Et donc là, on est allé. Et ça nous a fait du bien. Alors, les groupes de parole de Phare ont plus une vocation à ce que nous parlions ensemble pour nous comprenions que nous avons les mêmes souffrances, les mêmes questions ou d'autres, et aussi, surtout, pour partager les petites recettes miracles qui nous permettent juste de vivre au quotidien. Et comme je dis, je serai probablement plus jamais heureuse, mais je peux avoir des moments de joie. Et j'en ai. Et la somme de moments de joie fait parfois une bonne journée. Mais il faut être acteur de ça. Et dans ces groupes de parole, moi je le constate aussi en co-animant des groupes de parents endeuillés d'un tout petit. C'est vrai qu'il y a une résonance et comme vous le disiez, le sentiment de presque parler la même langue d'une certaine manière. En fait, on a compris dans ces groupes de parole que clairement, on était entre nous. Quand quelqu'un dit quelque chose, on se comprend. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on est entre nous. Et en fait, on est normaux dans notre nouvelle vie. Et puis, on met le masque au travail, mais ça depuis le début, parce que moi, je recommence à travailler le lendemain de l'enterrement de Capucine, sinon je tombais et je ne savais pas si je me relevais. J'ai préféré tomber plus tard. Donc, on met le masque au travail. Maintenant, on met aussi le masque dans la famille et auprès de nos 2 garçons qui ne veulent pas parler du suicide de leur sœur. Ils veulent bien parler des souvenirs heureux que nous avons avec elle, mais ils ne veulent pas parler de notre souffrance. Ils ont fermé le dossier. Donc ça, c'est très violent aussi pour nous, parce que à aucun moment, finalement, on peut se lâcher
si ce n'est dans ces groupes de parole. Ouais, d'où leur importance, je dirais, capitale dans un chemin de deuil comme le vôtre. Et donc, Capucine est décédée en 2018, ça fait quelques années. Comment est-ce que ça a évolué pour vous finalement aujourd'hui ? Il y a un phénomène assez intéressant qui se passe, c'est qu'au bout de 4 ans, vous donnez aussi aux autres. Il y a des nouveaux qui arrivent tous les mois. C'est horrible. C'est horrible. Il y a des nouveaux parents tous les mois. Et en fait, au même titre que moi, quand j'ai vu des parents qui pouvaient en parler sans pleurer il y a 3 ans, je m'aperçois que je peux faire ça pour eux maintenant. Donc il y a une notion de transmission. Et puis de voir ces parents qui tiennent, qui sont courageux, qui sont dignes, ça vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas la seule. Et que malheureusement, ça fait partie de la vie. Alors pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi ? Alors justement, pour compléter ce que vous venez de nous dire sur l'accompagnement en postvention de Phare Enfants Parents, il y a donc les groupes de parole de parents endeuillés, mais il y a aussi des entretiens individuels, des entretiens de couple ou même familiaux qui sont possibles avec des psychologues. Donc c'est vraiment important de le souligner parce que il y a aussi une adaptation en fonction des besoins des personnes endeuillées qui frappent à la porte de Phare Enfants Parents. Et vous êtes engagé dans Phare, pour quelles raisons ? On a fait ces groupes de parole, et puis quand on s'implique chaque fois, on est allé à l'Assemblée Générale. Et là, j'ai compris le programme de Phare. C'est que nous, on connaissait ça comme un service utilisateur post-vention, mais le vrai combat de Phare aujourd'hui, et je l'ai vraiment apprécié, c'est la prévention. Et c'est pour ça que Thérèse Aniel a appelé Phare Enfants Parents. Et c'est ça qui est beau. C'est la prévention auprès des jeunes. Et ça, il faut en parler parce que malheureusement, je ne sais pas, on pourrait faire un sondage si les gens ont entendu parler de Phare, alors qu'ils ne sont pas parents de suicidés. Finalement, tous les parents qu'on a autour de la table de ces groupes de parole n'ont pas forcément contacté Phare du vivant de leur enfant. Or, aujourd'hui, avec la déléguée générale, il y a des vraies actions d'accompagnement dans les locaux de Phare, où il y a 4 espaces de réception. Il y a eu des recrutements de psychologues pour répondre à ces demandes. Et surtout, le prochain développement, c'est l'intervention de psychologues avec des points écoute dans les établissements scolaires. Des présentations et des interventions auprès de professeurs également, pour reconnaître le signe du mal-être. Ces points écoute sont très enrichissants parce que ce sont des psychologues qui ne sont pas rattachés dans l'esprit des élèves à l'établissement. Et ça, c'est très important parce que si un enfant va mal et qu'il y a quand même une psychologue ou un médecin scolaire, il va se dire « je parle aux adultes, je parle à un pouvoir, j'ai encore un rapport de hiérarchie quelque part. » Au même titre que quand un enfant va mal, va pas forcément parler aux parents qui va se donner le droit de penser. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit vraiment indépendant de l'établissement, mais créer cet espace de lieu d'échange pour identifier les enfants en mal-être de ceux qui, finalement, n'ont qu'envie de parler ou autre. C'est un vrai travail, c'est un vrai métier, c'est un vrai travail. Il faut être un très bon psychologue. Et surtout, la porte de sortie, c'est pas appeler vos parents. On va pas appeler les parents et on va pas appeler l'école. Oui, ça c'est vraiment primordial de le dire et de le redire, tellement la crainte peut être grande pour le ou la jeune d'être jugée, dénigrée, de se sentir trahi par une information qui a été éventée. Enfin, vraiment c'est de la responsabilité effectivement de l'association d'avoir des interlocuteurs qui sont à la fois bienveillants mais qui travaillent en toute confidentialité et avec une éthique incontestable. Je me rappelle 3 semaines avant, Capucine, tu disais
Capucine, si ça va pas bien dans l'établissement Hoche, il y a une psychologue, tu vas la voir. Et elle m'avait dit non, parce que je ne veux pas qu'il soit déçu de m'avoir recrutée. Et je lui avais dit, moi, le lundi de la rentrée, si ça va pas mieux, j'appelle cette psychologue. Donc, il y avait cette échéance. Mais comme elle a accepté de se faire suivre par une psychanalyste une semaine avant, je m'étais dit, elle va dans un monastère, elle va parler avec des gens bienveillants, elle va leur parler de ses ressentis actuels. Après, elle est suivie par une psychanalyste. Je me donnais 2-3 semaines pour observer. J'avais appelé aussi une amie psychanalyste 3 jours avant en disant je la sens pas, Capucine, tu peux l'appeler. Elle l'a appelée le vendredi soir, elle me dit Capucine va très bien. Le lundi, Capucine n'était plus là. On ne sait pas à quel moment l'enfant va se confier ou pas. Donc c'est très bien ces interventions de point écoute. Après, il y a quelques établissements, parce que j'ai frappé à beaucoup de portes, et donc je me suis permise d'appeler quand même les établissements où était Capucine. Et malheureusement, vous savez, dans les établissements scolaires, alors je vais parler d'un sujet un peu moins sur lequel je suis un peu moins spécialiste, mais je crois qu'on n'a pas le droit de parler de mal-être, mais de bien-être. Donc c'est l'hypocrisie en France. On parle du bien-être de nos enfants. Oui, mais enfin, si on parle pas de suicide et de mal-être, ça marche pas. Et phare, parfois, dans certains établissements, est associé au suicide pour l'activité post-vention, et parce qu'ils osent parler de suicide. Et certaines écoles émettent des réticences, mais si on n'en parle pas, qu'est-ce qui se passe? Comme si on parlait, générait les passages à l'acte et donnait des idées. Et c'est pas vrai. Il n'y a pas eu plus de suicides dans ma ville depuis le suicide de Capucine. Par contre, il y a eu des mamans qui m'ont dit, encore il y a peu de temps, tu sais, elle avait une super école d'ingénieur, et puis au bout d'un moment, génération Capucine, elle a voulu être prof de maths. Bon, sur le moment, ça nous a pas plu, mais on a pensé à ta fille, et on a dit, super ma chérie. Bah ouais. Enfin, parce que eux, ils l'ont vécu de près. Il y avait 850 personnes dans l'enterrement de Capucine, et ils se sont tous dit, ouf, c'est eux, c'est pas nous. Avec toute la bienveillance et l'espérance que j'ai pour nous et parents de suicidés, et je comprends. Mais il faut en parler. Parce que là, ça va de plus en plus mal. Ça va de plus en plus mal. Il y a une génération aquaboniste qui arrive. À quoi bon? Les parents se font virer du jour au lendemain. Vous allez dans des aéroports ou des gares, il y a des militaires. Je voyais pas beaucoup quand j'étais petite, mais quand j'allais dans une gare, je voyais pas des mitraillettes. Enfin, ça faisait pas partie de mon quotidien. Il y a les attentats. Le 13 novembre, Capucine, qui n'était jamais allé faire un concert de sa vie, nous a dit « Ils nous ont volé notre jeunesse ». J'avais pas le sentiment, mon enfant pouvait se sentir concerné par ça, c'était pas sa vie. Les réseaux sociaux où on montre que la vie est plus belle ailleurs. Notre fille a fait le tour du monde. Et pourtant, elle voit que la vie est meilleure ailleurs. Parce que on ne montre que des photos où on réussit. Il faut arrêter de penser qu'on ne peut parler que de réussite. Une vie, c'est des licenciements, c'est des difficultés, c'est des séparations, c'est des maladies, c'est des accidents. Et ça peut, sur des personnes en quête de sens de la vie en permanence, ça peut être extrêmement préoccupant. Et puis pour avoir passé 1 an, au moins une journée par semaine à phare en 2022, je peux vous dire qu'il y a des suivis. Quand le jeune ne rappelle pas, on rappelle. Enfin, il y a une prise en considération de ce mal-être. Et je pense qu'on oublie que les jeunes vont mal. Et je suis désolée, mais il faut mettre les professeurs, les médecins et les parents au cœur de ces accompagnements. Et c'est ce que fait phare. Ce que j'entends, c'est que finalement, la prise en charge d'un jeune en souffrance à risque suicidaire demande un engagement collectif de professionnels. Donc, parlez-nous de ce fonctionnement avec ces différents interlocuteurs. Déjà, c'est souvent des repérages de psychologues d'école. Il y a les points d'écoute. Et puis, il y a toute la prévention et l'expertise de phare sur le mal-être. Là, il y a une grande campagne de communication qui vient d'être faite dans le cadre du lancement du nouveau site avec ça va ou pas, parce que c'est ça la question. Le nombre de fois où on me demande comment ça va, Cécile, et j'ai juste envie de dire mais non, ça va pas, enfin, ça n'ira jamais.
Pourquoi tu me poses la question? Et si je dis non, ça gêne les gens. Même nous, on n'a pas le droit d'aller mal. Pourquoi? Enfin, nos enfants, il faut verbaliser ces ressentis qui, une fois verbalisés, sont finalement parfois ypsilonesques par rapport à une vie, mais déverrouiller l'explosion future. Oui, et c'est effectivement important de dire que ces interrogations, ces errements, cette souffrance peut être parlée, que ce soit avec des proches, mais si c'est pas possible ou si on a le sentiment qu'on ne pourra pas être entendu, c'est d'aller voir des interlocuteurs comme chez Phare où il y a une écoute qui plus est armée entre guillemets. Exactement. Parce que avec le bagage professionnel nécessaire, sans jugement, avec bienveillance et vraiment en accueil complet de ce que vit ce jeune. Là, il y a de la bienveillance dans les locaux de Phare. Ils reçoivent de tout âge. Il y a des accompagnements vraiment adaptés. Et surtout, ils ont une expertise de tout type de mal-être. En tout cas, ils en voient suffisamment pour pouvoir accompagner comme il se doit. Je voyais sur YouTube une vidéo pour les 30 ans de Phare. Exactement. Où une jeune femme témoignait qu'elle a été accompagnée pendant plusieurs années et qu'elle avait bien eu la sensation qu'à plusieurs reprises, elle aurait pu passer à l'acte, mais qu'en fait, grâce à l'accompagnement de Phare, elle était toujours là pour témoigner qu'elle allait bien de mieux en mieux et qu'elle avait passé ces phases extrêmement difficiles. Donc voilà, il y a des jeunes qui, par cet accompagnement, se sortent de cette souffrance abyssale et se reconnectent avec leur impulsion de vie, en fait. Exactement. Leur pulsion de vie. Exactement. Et c'est un vrai métier. Alors, le point, c'est que la spécialité d'accompagner des enfants en mal-être, c'est pas quelque chose, je pense, qui est appris dans le parcours des psychologues, mais c'est une vraie compétence. Donc peut-être que dans le sujet que je traitais tout à l'heure, allons voir la genèse avant d'essayer de mettre des patchs à la sortie, ça pourrait être une ligne de recherche pour mieux adapter cette médecine qui est vraiment en souffrance sur l'accompagnement de ces jeunes. Parce qu'à partir du moment où vous allez en psychiatrie, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, alors, là aussi avec beaucoup d'humilité, au moment des 30 ans de Phare, je discutais avec un des psychiatres qui avait témoigné et qui travaille beaucoup en collaboration avec Phare. Et j'ai trouvé intéressant sa phrase qui a été de dire: je peux avoir 2 patients qui me diront exactement la même chose. Je suis incapable de savoir lequel passera à l'acte ou pas. Ah oui. Ça reste de l'humain. Et ça m'a fait du bien d'entendre cette phrase. Il y a une rupture amoureuse, une déception. De toute façon, c'est une déception, ou la quête de franchir un pas. Mais ça fait partie des choses de la vie, ces étapes-là. Il faut leur apprendre à vivre avec. Je lisais qu'en fait, certains enfants ne s'ouvrent pas sur ce mal-être à leurs parents par peur de décevoir, de rajouter un problème au problème de la vie. Exactement. Et ça, c'est vrai. Et ça, moi, je pense quand même qu'on a dû payer ça. Un problème de plus, c'est tout de suite une celle de plus dans un équilibre un peu fragile. Et si l'enfant veut protéger ses parents, parce que ça fait effectivement 16 ans ou 17 ans qu'on a tout donné pour lui, il se dit non mais là c'est bon, je vais m'autoriser à amortir le choc et puis finalement il n'a pas les ressources parce que c'est trop tôt. Oui, il encaisse. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est aussi pour ça qu'il faut maintenir le dialogue et l'adolescence, c'est une période super dure. C'est vraiment d'où ces préventions chez Phare, d'où ces dialogues avec les professionnels qu'il faut vulgariser. Quand je dis vulgariser, c'est-à-dire qu'il faut que les parents en parlent entre eux et les enfants aussi. Une amie de Capucine nous a dit moi j'en veux beaucoup à Capucine parce qu'elle a tout fait pour me sauver et moi elle me l'a pas appelé au secours. Elle a sauvé deux jeunes. En fait, juste après, avant même l'enterrement, on a fait parce qu'une fois que c'était perdu pour ma fille, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais j'ai appelé les parents
avant que ça soit sur les réseaux pour qu'ils soient là au moment où leurs enfants apprendraient la nouvelle. Et après, on a fait une table ronde à la maison avec une dizaine de jeunes, des amis très proches de Capucine. Et on voulait qu'ils parlent d'elle vivante et des meilleurs souvenirs. C'est-à-dire qu'on voulait pas que ça soit une situation anxiogène pour eux. Parce que il faut penser aux vivants. Et donc, y a ces deux amies une avait vu que Capucine n'allait pas bien, mais elle a été happée par ses études, sa vie, et Capucine a dû la rassurer. Et l'autre qui l'en voulait beaucoup parce que Capucine a passé beaucoup de temps à ses côtés et Capucine n'a jamais demandé de l'aide. Mais je pense que Capucine ne s'est pas vue partir. Elle n'a pas vu qu'elle allait mal. Elle sentait qu'il y avait un truc qui se passait, mais elle n'a pas vu qu'elle était vraiment en danger. Par contre, elle savait où elle allait le jour où elle y est allée. Je pense que elle s'est pas jetée sous ce train à cet endroit-là, en se disant à midi, tiens, à midi et demi, je vais aller là. Elle l'avait repéré à un moment donné où elle avait déjà eu un mal-être, et elle s'était dit, ça pourrait être le plan Z. J'ai fait le A, le B, le C, le D, et c'est le plan Z. Donc elle avait ça en porte de secours, ce qui est idiot, mais c'est une porte de secours pour eux à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément le désir de mourir, mais ils ne se raccrochent plus à la vie. Ils veulent arrêter la souffrance qui est trop intense en instant T. Comment, du coup, par rapport à la prévention, toujours, comment les parents ou les proches peuvent-ils être des acteurs de prévention ? Parce que comme vous le disiez, quand on n'a pas été concerné, on ne soupçonne pas une seconde que ça puisse arriver. C'est d'en entendre, comme vous le disiez, parler beaucoup plus. C'est quoi de devenir acteur de prévention ? Parler vrai. Juste parler vrai. Je pense que si Capucine avait su le nombre d'amis qui sont allés voir un psy au même âge où elle, on n'avait qu'une envie, c'est qu'elle aille exprimer sa colère dans un bureau de spécialiste, elle y serait allée beaucoup plus naturellement. C'est des enfants les enfants à cet âge-là, enfin, je veux parler enfants, mais j'ai l'impression de les minimiser en disant enfants, mais ça reste des enfants, ou des adolescents, ne veulent pas être différents des autres. Alors, surtout les très hauts potentiels hypersensibles, c'est encore plus parce qu'ils sont caméléons. Comme ils savent, ils ont la conscience de leur différence depuis le début, ils veulent être juste caméléons. Mais tout adolescent, c'est très dur d'être différent. Vous êtes tout seul dans une cour de récré, ou alors vous êtes insolent, vous êtes viré de la classe. Il y a toute forme d'identification et de personnalisation de l'individu dans une école est mal perçue par tout le monde. Donc tout le monde se fond dans la masse, donc allez voir un psy. Si personne dit qu'il le fait, l'enfant n'ira pas, le vivra mal. Pourquoi lui et pas les autres ? Donc, il faut parler vrai. Il faut expliquer que c'est un processus normal pour la majorité ou en tout cas un grand nombre de jeunes adolescents dans cette tranche de vie, dans un monde encore plus particulier avec le Covid. Que les parents ne sont pas là pour tout régler, mais en tout cas, les parents sont là pour accompagner. Et c'est ce que j'avais dit à ma fille 15 jours avant. Maman, elle est trop pragmatique, Capucine. Là, il faut que tu ailles voir un spécialiste de la parole. Parce que action-réaction chez moi, et je lui ai dit avec toute la bienveillance que j'avais. Ce psychanalyste qui lui a dit ne va pas au monastère, tire voir un psychiatre et je veux te voir la semaine prochaine, m'a pas appelé. Donc surcommuniquons, même quand on n'est pas en mal-être, la communication entre deux adultes, c'est très compliqué. Oui. L'émetteur, le récepteur. Si vous reformulez pas, il y en a un qui part à droite, l'autre à gauche. On le sait bien. Pourquoi ça marcherait plus facilement avec des jeunes adolescents ou des jeunes adultes ? Donc moi, je pense qu'il faut rester vrai. Donc en fait, pour un jeune qui est en détresse, il a la possibilité soit d'appeler la ligne téléphonique. Il y a une ligne d'écoute. Voilà, qui est je le redonnerai en fin d'épisode, mais c'est le 01 43 46 00 62. Et comme vous le disiez, aussi pour s'adapter aussi aux usages des jeunes, il y a un mail, ça va ou pas @phare.org, et je crois même qu'il va y avoir un chat bientôt. Oui, exactement. Et puis, il va y avoir également des groupes de parole pour les frères et sœurs. Beaucoup d'enfants sont en demande. Donc aujourd'hui, ils ont créé leur propre WhatsApp. Et ils se rencontrent une fois par mois ou quand ils en ont envie.
Après, il faut que la fratrie ait la maturité pour en parler librement. Mais je trouve que c'est bien ce groupe de fratrie et je trouve que c'est bien que les enfants y aillent. Parce que, en fait, le jour où vous perdez votre enfant par suicide, les frères et sœurs de votre enfant perdent leurs parents. Et quand je dis cette phrase, les gens ne comprennent pas. Ils me disent, mais quoi, tes enfants ont perdu leurs parents ? Non, je suis là. Mais ils n'auront plus jamais les mêmes parents. Alors, pour quelque chose de mieux, pour quelque chose de moins bien, on ne sait pas, mais on ne sera plus jamais les mêmes. Moi, à un moment donné, je disais à mes enfants, vous n'avez plus le droit de mourir. Christophe Fauré m'a dit, bon, ce serait bien que vous arrêtiez cette pression, parce que c'est pas de leur ressort. Dès qu'il n'y a plus d'appel pendant un quart d'heure, faut paniquer. Donc vous voyez toujours ça, quoi. Vous avez toujours cette épée de Damoclès. Vous avez toujours la chaise vide. Et je pense qu'on s'en sort, nous, quand même. Je pense que pendant 2 ans, 3 ans, j'étais désespérée. Là, j'ai arrêté de travailler, je me suis reposée. Je me suis investie dans des choses qui me vont bien. On a continué à faire des voyages avec nos enfants. On fait des projets avec eux. On s'en sort. Il y a un aspect sur lequel j'aimerais bien revenir, parce que quand vous avez un enfant qui s'est suicidé, après vous refaites en fait l'enquête, c'est un puzzle qui se rassemble différemment avec les témoignages des uns et des autres. C'est vrai, quand on est ami d'un jeune qui a des pulsions, comment faire pour être un ami et ne pas trahir ? Merci pour cette question. Effectivement, on s'est aperçu récemment dans le groupe de parents d'enfants suicidés, il y a eu 2-3 cas comme ça, où les parents ont appris que 2 jours avant, 3 jours avant, 1 mois avant, l'enfant avait déjà fait une tentative de suicide. Et ces jeunes adolescents ont préféré garder le silence. C'est à éviter. De la même façon qu'on disait, quand vous êtes en mal-être, quand vous avez un enfant en mal-être, il faut ne pas hésiter vaut mieux prévenir que guérir, parce que vous pouvez pas guérir d'un suicide. Enfin non, c'est pas ça la phrase. Vaut mieux prévenir que guérir. Si. Ouais. Et de la même façon, quand il y a des jeunes qui voient que leur ami ne va pas bien, c'est pas un sujet que des jeunes peuvent traiter. Il faut appeler des adultes. Si vous voulez pas appeler les parents parce qu'à un moment donné, il y a du chantage affectif, vous appelez un médecin, vous appelez les pompiers, vous appelez... C'est citoyen. C'est juste citoyen. Il faut apprendre à nos enfants à être citoyens avant l'heure. Au bout d'un moment, les jeunes dans la classe de Capucine, mais Capucine vient d'arriver depuis 6 semaines, mais il y en a quelques-uns qui la connaissaient d'avant, disaient on l'a trouvée assez stressée. Alors, entre bienveillance, partage, passage de dossier aux adultes et délation, il y a une frontière. Mais j'aurais bien aimé quelqu'un aille dire à la psychologue de l'école de Capucine, cette nouvelle, elle est quand même assez stressée. Parce que cette psychologue aurait peut-être... Enfin, surcommunicant. C'est super délicat. Mais c'est super délicat, mais c'est le problème que vous abordez. Les jeunes adultes ne peuvent pas accompagner un ami, un jeune adulte, qui vient de faire une tentative de suicide. Et je crois que 30% des gens qui ont fait une tentative de suicide arrivent à se suicider. 1/3. C'est beaucoup. Donc, et puis même si la personne dit « non, mais je voulais pas vraiment le faire », elle se met en danger. Donc, il faut traiter. Et c'est pas ces jeunes adultes qui peuvent traiter. Partage de compétences. Oui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de votre belle et sensible Capucine et de votre parole vraie de maman endeuillée, de maman engagée dans la sensibilisation auprès des jeunes, des familles, des établissements scolaires, des institutions. Vraiment, merci 1000 fois. Merci Gaëlle de m'avoir invitée, de m'avoir laissé parler sur ce sujet très très important. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Alors, je vous rappelle le site de Phare Enfants Parents qui est www.phare.org. La ligne d'écoute 01
43 46 00 62 qui est disponible du lundi au vendredi de 10h à 17h. Le mail savaupas@phare.org. Et les locaux de Phare Enfants Parents se trouvent 5 rue Guillaumeau dans le 12e à Paris. Voilà, et puis j'espère que les points d'écoute vont se multiplier dans les établissements scolaires de France. Et j'aimerais, pour clore cet épisode, rappeler aux jeunes filles et aux jeunes hommes qui souffrent qu'il existe toujours une solution, même quand la vie paraît insupportable, même quand on pense que personne ne peut vous comprendre et qu'il vaut mieux en finir. Il y a des interlocuteurs, des interlocutrices qui soient professionnels ou bénévoles, dignes de confiance et capables d'accueillir cette souffrance. Et pour les parents ou les proches qui se sentent perdus, contactez les associations, les structures qui existent et qui sont là pour vous informer et pour vous soutenir. Demander de l'aide n'a rien de honteux, c'est au contraire une grande preuve d'amour. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt!